L'action environnementale. Maintenant, c'est comme si on va ouvrir un grand catalogue et on va regarder différentes actions qui sont faites dans des églises que j'ai visitées. Euh, et c'est vraiment juste le début. Euh, Parce que j'espère qu'en énonçant toute cette liste-là, ça puisse stimuler votre créativité euh, et peut-être vous inspirer à d'autres choses que vous voulez faire. Il y a plein de projets possibles qui peuvent toucher l'énergie, le transport, parce qu'en effet, les gens se déplacent jusqu'à l'église, alors vous pouvez avoir une influence là-dessus. L'alimentation, parce qu'on a tendance à manger à l'église. On a tendance à partager un café, puis à manger des biscuits, puis à faire des repas communautaires, puis bon. L'utilisation de l'eau, le nettoyage, les produits nettoyants notamment, bon. Les déchets, et ça inclut évidemment recyclage, réduction, même réparer, et ce qui se passe sur le terrain. Donc d'abord, sur la question de l'énergie, trouvez-vous un cahier de travail énergétique pour bâtiments religieux. Kairos en avait fait un très bon il y a quelques années, mais il y en existe d'autres. Alors c'est possible pour vous de chercher, puis d'en trouver un qui pourra être utilisé par le conseil de fabrique là, de votre église. Sur la question de l'énergie, le bâtiment religieux, le cahier de travail pourra suggérer un certain nombre de choses. Donc, ça peut être des choses relativement simples, comme les ampoules, ou ça peut être des choses plus complexes, comme l'isolation du bâtiment dans des sections qui en ont peut-être terriblement besoin. Je donne ici la page au Canada, de Ressources naturelles Canada, où il y a des subventions qui sont disponibles. Évidemment, les églises tombent sous l'appellation des institutions. Euh, et puis, on regarde là, dans notre province, euh, au fédéral, ou bien on peut même regarder au niveau des compagnies qui nous offrent de l'électricité. Parfois, ce sont elles qui offrent des subventions. Invitez un professionnel qui est capable de faire un audit énergétique. Donc, c'est un expert des bâtiments religieux qui produira un rapport détaillé. Ils ne sont pas évidents à trouver, mais on connaît des spécialistes. Et combien ça coûte? Ça coûte à peu près 1 000 $ pour pouvoir avoir la visite de cette personne-là qui va passer là, presque une journée à prendre un paquet de mesures, à prendre des notes, et ensuite de ça, va prendre un certain temps pour produire un rapport qui va notamment identifier quelles sont les forces et les faiblesses de votre bâtiment au niveau énergétique, au niveau environnemental, et ensuite de ça, c'est là le plus intéressant, de dresser une liste des possibilités. Par exemple, s'il dit, ben, ça coûterait tant de milliers de dollars installer des panneaux solaires, mais ça va vous rapporter tant de milliers de dollars de réduction en coût, euh, bon, c'est intéressant. Si ça semble nécessaire de faire de l'isolation, il va l'écrire. Si on a besoin de mettre un petit peu de silicone autour des fenêtres, comme ça, il y a moins de perte de chauffage en hiver, tant mieux. Puis il va être capable de calculer ça, donner des chiffres, de voir les avantages. Donc, ça paraît toujours très coûteux euh, pour une église qui essaie de faire attention à son argent, de payer 1 000 $ pour un audit énergétique, mais ça peut tellement rapporter par la suite. On peut se lancer dans des plus gros projets au niveau de l'énergie. Je connais des églises qui ont mis des panneaux solaires. Et ça, un mot là-dessus. Les églises catholiques, anglicanes aussi, ont tendance à suivre une règle qui existe. Écoutez, ce n'est pas toutes les églises qui sont orientées comme ça, mais c'est la vaste majorité des églises qui sont orientées comme ça. L'autel, donc lorsqu'on regarde l'intérieur de l'église, l'autel se trouve du côté est, du côté du soleil levant. C'est la symbolique qui est là. Donc,
quand on rentre par l'Église, on est en train de marcher vers l'Est, on est en train de marcher vers du nouveau, le soleil levant. Et donc, l'entrée se trouve du côté ouest. C'est notamment pour ça que le jour que je me suis marié euh, et qu'on est sorti de l'Église, le soleil était bas sur l'horizon, puis tout le monde avait l'air comme ça là, sur les photos. Je me suis marié tard en après-midi. Donc, est-ouest. L'Église, sur son long, est orientée est-ouest. Ça veut donc dire que les versants du toit sont orientés nord et sud. Eh bien, tout le versant sud du toit, c'est une grande superficie qui offre vraiment de grandes possibilités d'aller récolter cette énergie solaire qui est transformée donc en électricité et qui peut grandement baisser la facture d'électricité de l'Église. Faites affaire avec des professionnels, évidemment, sur ça. Faites pas faire par des jobbers. L'autre question, c'est la géothermie. Je me rappelle d'avoir appelé un prêtre qui avait installé la géothermie dans son église. Et puis, je lui avais dit, ben, si vous aviez à donner un conseil à d'autres personnes sur la géothermie, comme ça a été à votre église, qu'est-ce que vous diriez? Il dit, si votre église a de l'avenir, faites-le. Puis avant, dans la conversation, il m'avait notamment dit que il m'avait dit que les églises, c'était comme des granges. C'était énorme et puis il y avait des trous partout. Donc, c'était très coûteux de faire chauffer. La géothermie permet de réduire énormément les coûts et il peut y avoir des subventions disponibles pour ça. J'ai beaucoup parlé d'énergie. Je vous parle maintenant de l'alimentation. Il y a 3 choses dont il faut tenir compte et c'est dans cet ordre-là. Si on respecte cet ordre-là, ça a le plus d'impact. Donc, manger localement. En deuxième, choisir du biologique. Et en troisième, choisir équitable. D'ailleurs, d'habitude, équitable, ça veut dire que ça vient de plus loin. Pour les pays qui sont au nord, vont acheter certaines ressources qui viennent du sud, chocolat, café notamment. Donc, on choisit équitable à ce moment-là. Petit débat, pourquoi c'est plus important de choisir local que de choisir biologique? Bien, parce que si on choisit local et on encourage notre économie locale, les producteurs reçoivent plus d'argent et donc sont capables éventuellement, avec un peu de désir, de passer à biologique. Et parfois aussi, il y en a qui sont locaux et qui sont de pratiques biologiques, mais ça prend un certain temps pour que le sol ou certaines conditions fassent que ça puisse être approuvé, certifié biologique. Donc, je pense qu'on a besoin de soutenir localement. Et évidemment, il y a moins de gaz à effet de serre. Ce qu'on mange, c'est plus frais. Ça a plein d'autres avantages. Et en deuxième, biologique, parce qu'il n'y a pas de pesticides et d'engrais chimiques épandus dans les champs. C'est une pratique qui laisse une bien moins grande trace sur l'environnement. Finalement, équitable, j'espère que vous savez c'est quoi équitable, sinon vous irez voir. C'est qu'il y a eu des jeux très malheureux dans l'économie qui ont fait que les producteurs qui étaient au sud ont reçu de la pression venant des quasi-monopoles de certaines compagnies qui ont fait notamment baisser les prix. Et puis là, ils se ramassaient, ces gens-là, à avoir tellement de pression qu'il fallait qu'ils vendent à un prix excessivement bas, plus capables d'envoyer leurs enfants à l'école, plus capables d'avoir des soins de santé. C'était vraiment un manque de respect énorme envers ces producteurs. Donc, il y a un organisme tierce qui s'est développé, Fairtrade, puis c'était dans le but de reconnaître les bonnes pratiques et de savoir que ce qu'on achète, eh bien, le producteur y est payé un juste salaire. C'est donc équitable. Okay? On a à choisir ces choses-là en Église.
Est-ce que ça veut dire qu'on fait 100%? Pas nécessairement. Si vous préparez, par exemple, un souper spaghetti, et puis les pâtes, c'est les pâtes ordinaires. Mais la sauce que vous avez préparée est faite à partir de tomates biologiques. Et puis les crudités que vous avez, c'est aussi des carottes biologiques. Puis euh, le thé, il n'est pas équitable, mais au moins le café que vous avez il est équitable. Donc, euh, vous pourriez, lors de ce repas-là, juste mettre un petit panneau et indiquer quels éléments étaient biologiques, étaient locaux, équitables. Le simple fait de l'identifier comme ça, ben, ça encourage les gens ensuite à l'identifier, à savoir que ça a été fait et on s'améliore tous ensemble. J'ai déjà vu des églises qui ont placé cette affiche-là à côté de la machine à café. Ça permettait de sensibiliser les gens à savoir que c'était un geste de solidarité chrétienne que de choisir du café équitable. Et notamment cette belle citation biblique, Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Jésus le dit dans un autre contexte, lorsqu'il envoyait les missionnaires, mais c'est une belle expression qui s'applique, je pense, aussi à ça, et je pense que Jésus nous donnerait le droit de s'en servir pour défendre le café équitable. Dans le but de réduire les déchets, on a à notamment réduire l'utilisation de papier. Parce que les forêts, on les aime, et on est encore tellement dans une culture de papier que c'est pas nécessaire d'imprimer des feuillets de chants qui vont servir seulement pour une célébration et être jetés après. Il y a plusieurs de nos communications qu'on ne serait pas obligé d'utiliser du papier. Faut juste y penser avant. Puis, j'aime bien là, les fameux courriels. Pendant un temps, on écrivait « Avez-vous besoin d'imprimer ce courriel? » Ou à côté de la machine, juste même un rappel, est-ce nécessaire d'imprimer? Au niveau du recyclage, ça c'est très drôle. À l'entrée d'une église, il y avait ceci, donc de gauche à droite, du recyclage de piles électriques, recyclage de goupilles qu'on retrouve sur les canettes, recyclage d'attaches à pain, recyclage de cartouches d'encre et finalement recyclage de lunettes. Tous ces objets-là étaient pour être distribués à des endroits différents, mais c'est évidemment toutes des choses qu'on ne met pas dans un bac de recyclage. Puis qui ne vont pas dans les poubelles non plus. Donc, on pouvait, lorsqu'on allait à l'église, on savait que c'était là, puis on pouvait simplement les laisser. Et franchement, là, dans toutes les églises que j'ai vues qui ont fait ça, j'en connais plusieurs, ça a toujours été un grand succès. Et les gens, il y a une place que ça a été éliminé, puis il y a eu des plaintes. Les gens continuent à l'apporter même si la table avait été retirée. Je me rappelle d'un journaliste de Radio-Canada qui était venu à cette église-là, puis qui avait dit « Wow! Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire une offrande en église? » J'ai trouvé que c'était pas bête comme idée. Mais certainement, ce qu'on est en train d'envoyer comme témoignage à Dieu, c'est que certaines ressources sont précieuses, puis on ne veut pas qu'elles soient gaspillées. Donc, un petit coin de recyclage à l'entrée de l'église, ça peut être une très bonne idée. Et puis, comme pour les lunettes, c'était des lunettes qui, via le Club des Lions, étaient envoyées en Afrique. Donc, ça permet de donner la vue à certaines personnes qui n'en auraient pas eu la chance. À gauche, ici, on a l'exemple d'un bazar qui est organisé dans le sous-sol d'une église orthodoxe à Montréal. Et puis, il y en a beaucoup qui sont artistes récupérateurs. Donc là, on a un exemple de recyclage ou réutilisation, en fait. Aussi, d'autres personnes apportaient des objets à vendre, donc plutôt que de les jeter, ils ont une deuxième vie. Je connais plusieurs églises qui ont une friperie, soit à même le bâtiment ou c'est relié avec un autre bâtiment plus loin. Donc voilà du recyclage qui se fait déjà dans plusieurs communautés.
Du compost. Une des églises que je connais, ça a été le premier geste qu'ils ont fait avec les feuilles de maïs qui étaient toutes accumulées, et puis ça se décomposait, et puis finalement, voilà. Si on fait du compost à l'église, très bonne idée d'y mettre une feuille à l'intérieur pour rappeler aux gens qu'est-ce qu'on met dans le bac, qu'est-ce qu'on ne met pas. Aussi, si vous avez un frigo et puis vous n'utilisez pas trop le congélateur, ben, il peut y avoir un contenant dans lequel on met, supposons, vous allez dans le frigo, vous allez dans la cuisinette, vous ouvrez une orange, mangez l'orange, vous avez la pelure d'orange, bon, ben, vous pouvez la mettre dans le congélateur, dans le contenant. Comme ça, lorsque le contenant est presque plein, bon, ben, il y a une personne qui sera responsable de pouvoir amener ça au compost. Dans un milieu communautaire, c'est vraiment la meilleure option parce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de compost qui va sentir ou des petites mouches qui vont se développer. Du transport, donc par autobus, ou bien on voit les vélos ici. OK, l'histoire des vélos. Il y avait une église qui s'était dit, bon ben, nous, on veut encourager le fait que nos fidèles puissent venir à l'église à vélo le dimanche. Super. Ils achètent un support à vélo, l'installent en face. Il y avait 6 espaces et très rapidement, les 6 espaces ont été remplis. Bon, le comité vert se dit, OK, on va installer un autre support à vélo. Ils installent un autre. Plein d'autres personnes trouvent l'initiative, viennent à l'église à vélo. Les deux sont pleins. Ils disent, bon, ben, on va en acheter 2 autres. Ils sont rendus à 4, sont tous pleins. Là, ils se demandent où sur le terrain ils mettraient bien d'autres supports à vélo. Mais, wow, ça a vraiment eu un succès extraordinaire. Ça a très bien fonctionné. Et qui l'eût cru? À droite, il y a une image d'un autobus parce que, particulièrement en ville, plein d'églises qui se trouvent sur un parcours d'autobus. Donc, j'ai vu des églises, des comités verts qui ont milité, qui ont demandé, ils se sont dit, regardez, les autobus passent déjà à des heures très distinctes, et puis là, vous faites passer l'autobus juste une fois l'heure, mais ça passe 10 minutes après le début de la célébration. Ça cause un gros problème. Si vous le faisiez passer 10 minutes avant, eh bien, nous, on pense qu'il y a déjà une dizaine de fidèles qui voudraient s'y rendre, puis il y en aurait peut-être plus. Donc, ils ont fait cette demande-là. Ils ont dû attendre 4 mois avant la prochaine fois que les horaires étaient révisés, mais ils avaient changé les heures. Et puis finalement, il y a plus de fidèles là, qui pouvaient prendre l'autobus, puis ça a été un succès. Donc, il suffit de profiter de la force du nombre. On utilise de l'eau à l'église, puis notamment pour nettoyer. Donc, les produits nettoyants, regardons à acheter des produits nettoyants qui sont écologiques, qui une fois qu'ils vont se trouver dans le drain, qui vont se retrouver ailleurs dans l'eau, ne vont pas causer des problèmes dans le milieu aquatique, dans l'écologie, dans les milieux naturels. Aussi, il y en a certains qui dégagent toutes sortes de vapeurs qui vont même incommoder la personne qui doit tout nettoyer. Les produits écologiques évitent ça. Sur la question des économies d'eau, eh bien, à ce moment-là, on peut regarder notamment les toilettes. Est-ce qu'il y a des fuites? Par exemple, une toilette qui est toujours en train de se vider de son eau. Bon, ben, il y a du gros gaspillage à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des fuites aux éviers, au lavabo? Donc, regardez tout ça. Et puis, on peut se poser la question, bon, mais est-ce qu'on est dû pour une petite rénovation dans nos salles de bain? Parce qu'à un moment donné,
ça peut arriver qu'on est en train de modifier, d'améliorer le bâtiment, puis là, on est rendu là. Bon, ben, à ce moment-là, on s'assure d'avoir des bonnes toilettes qui peuvent peut-être avoir 2 chasses, mais qui sont faites pour un grand volume de personnes, évidemment. Mais c'est possible. Donc, repenser notre utilisation de l'eau à l'Église. Et maintenant, j'arrive à l'extérieur. Et c'est intéressant de voir que l'extérieur, c'est comme la dernière place où on pense pour faire de l'action environnementale. On se concentre plus sur l'intérieur du bâtiment, puis l'énergie et tout ça. Mais finalement, ce qui se passe à l'extérieur sur le terrain, c'est ce qui envoie le plus grand témoignage que les chrétiens veulent prendre soin de l'environnement. Il y avait une chic église qui se trouvait au Nouveau-Brunswick. J'étais arrivé là un dimanche matin et puis il y avait plein de nichoirs et de mangeoires à oiseaux. Donc, avant que j'entre à l'église et que j'entende à l'intérieur qu'il y avait des musiciens, j'entendais dehors des chants de louanges venant des différents oiseaux. C'était magnifique. Une idée, si jamais vous êtes à refaire le stationnement, ça peut être fait avec des alvéoles de plastique ou de béton, et puis ça peut même être verdi. On voit un stationnement assez intéressant juste ici. C'est une contribution utile notamment pour que tout le terrain puisse absorber l'eau plutôt que d'avoir toute l'eau qui doit se ramasser ensuite dans les égouts qui met une pression sur les égouts de la ville. Évidemment, puisque ça rend service à la ville, il faudrait qu'il y ait peut-être une entente pour améliorer les coûts. C'est à voir. Et puis, jardin communautaire. J'ai vu des églises avec une quarantaine de lots comme ça. Quand on parle de jardin communautaire, c'est que chacun s'inscrit, va donner une petite portion d'argent pour son lot et s'en occuper tout au cours de l'été et faire sa propre récolte. Il existe aussi le concept du jardin collectif, qui à ce moment-là, des gens de bonne volonté arrivent et s'occupent de toutes les plantes qui sont là, le désherbage, l'arrosage. Et quand arrive le temps des récoltes, les personnes qui ont participé peuvent s'en prendre un peu. Puis ensuite de ça, il y en a beaucoup qui sont donnés à des œuvres caritatives, des soupes populaires, des cuisines collectives. Et le jardin communautaire, donc, réussit à aider d'autres personnes. Les gens qui sont bénéficiaires de l'entraide alimentaire, notamment, ça peut être génial de les inviter aussi pour qu'ils puissent s'impliquer, connecter avec d'autres personnes, si leur temps ou leurs conditions de santé peut le permettre. Donc voilà, une grande visite comme un catalogue ouvert avec toutes sortes de suggestions pour pouvoir réduire l'empreinte écologique de votre Église. J'espère que ça peut stimuler d'autres idées et vous amener à décider qu'est-ce que vous allez faire.